Et salut à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la chaîne de Atom School. Aujourd'hui, nous allons essayer de recréer ensemble le fond d'écran de Windows 11. Pour ça, vous allez avoir besoin de Houdini et de Cinema 4D avec le moteur de rendu Octane. Moi, j'utilise Octane, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi. Donc voici la référence de ce que nous allons créer aujourd'hui. Donc ça, c'est le fond d'écran de base, d'accord? Et moi, voici mon résultat. Donc je trouve qu'on est plutôt proche, il y a quelques petites différences forcément dans la forme et les couleurs, mais l'idée globale est là. Alors c'est parti, commençons tout de suite ce tutoriel. La première chose va être d'aller dans Houdini. Houdini est un logiciel très souvent utilisé dans le milieu du cinéma. C'est vraiment le logiciel maître dans les FX en fait, c'est là où vous allez pouvoir faire des simulations et tutti quanti. Alors c'est parti, on va faire notre anémone de Windows 11. Première étape, nous allons créer un cercle. Ici, dans notre shelf Create, on aura un cercle. On clique et on peut mettre n'importe où. Première chose, ici, ça va être un peu notre outliner. C'est là où on va créer notre arborescence et qu'on va pouvoir rajouter des nodes. Les nodes, c'est ce qu'on voit ici, c'est ce truc-là. Là, c'est le node de cercle, donc c'est mon objet, et on va pouvoir y mettre des choses à l'intérieur. Donc, on va mettre déjà notre cercle à 0, 0 et 0 et on va rentrer à l'intérieur donc de notre cercle. C'est ici on va pouvoir par exemple changer les attributs comme par exemple la division de notre cercle. Donc, c'est exactement ce qu'on retrouve dans Cinema 4D quand, imaginons, nous créons un disque. Eh bien, ce sont les réglages que nous avons ici dans les attributes. Donc, retournons dans Houdini. On se trouve ici et on va mettre une division de par exemple 64 pour avoir vraiment quelque chose de rond. Ensuite, nous allons mettre une rotate de 90 ici, et voici ce que l'on a. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est qu'on va essayer de créer un cloneur. Un cloneur qui va nous permettre d'avoir toutes ces petites peluches, toutes ces petits layers, en fait, ces calques qu'il y a dans notre anémone. Vous voyez qu'il y en a plusieurs comme ça, et on voit qu'il y a plusieurs choses mises ensemble. Donc on va créer ça. Dans Cinema 4D, comment on fait ça? Eh bien, on a juste à créer un cloneur et glisser notre objet à l'intérieur. Et bam, ça se fait automatiquement. C'est comme ça que marche le cloneur dans Cinema 4D. C'est vraiment très simple d'utilisation. Mais nous, on va devoir créer ça dans Houdini. Alors, on va retourner dans notre Houdini et créer un cube. Un cube qui va nous servir de créer en fait notre cloneur. On va dire qu'on veut utiliser le volume de notre cube. Pour voir notre cube, on a juste à cliquer sur l'onglet visibilité ici. Et on va dire que voilà, on veut des points, des informations de position dans le volume de notre cube. Pour ça, on va cliquer ici et appuyer sur Tab. Et en appuyant sur Tab, on va créer donc un tab menu. On va ouvrir le tab menu et on va pouvoir chercher des choses. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être un Point from Volume. Une fois que ça c'est fait, on clique ici sur l'onglet visibilité et voilà ce qu'on a. On a tout simplement des points dans le volume de notre cube. La première chose, c'est que nous, on veut que ça soit très fin. On veut pas que ce soit un cube, on veut que ce soit une ligne. Alors pour ça, on va redescendre la taille de notre cube à 0,1, voire même plus petit, 0,5 par 1. Et maintenant, si on regarde bien, on a bien des petits traits ici, des petits points ici. Nickel. Ensuite, on va vouloir instancer nos cercles à la position de nos points. Et pour ça, on va prendre notre cercle et cliquer sur Copy to Point. Parfait. Donc là, vous voyez qu'il y a deux entrées. Donc l'entrée de gauche, ça va être l'objet qu'on veut distribuer. Et l'onglet de droite, ici, l'entrée de droite va être la chose où on veut que ça soit distribué. Donc nous, les points du volume. Et voilà. Maintenant, si je clique sur visibilité, j'ai tous mes disques qui sont bien là où on voulait. Un truc qu'on veut faire aussi, c'est créer un petit peu de forme aléatoire. De taille aléatoire, pardon. On peut faire ça facilement dans Cinema 4D en faisant un mot graph effecteur et random. Et comme vous pouvez le voir ici, tout de suite, ça met un random dans la position, mais on peut choisir aussi l'échelle. Et on a donc une différence dans l'échelle, comme vous pouvez le voir. Eh bien, nous, on va devoir le faire aussi dans Houdini. Et pour ça, on a juste à créer ici, entre le Copy to Point et le Point from Volume, un nouveau node. Donc, si on clique ici au milieu et qu'on appuie sur Tab, on peut mettre un attribute Randomize. On clique et la première chose que ça va nous faire, vous voyez que ça va nous créer des couleurs différentes. Tout simplement parce que ici, le attribute name, c'est CD. Nous, on veut un attribute name qui s'appelle P-Scale. Et automatiquement, lui, il va faire un random dans la taille de nos cercles.
Donc là, on voit que le mean value est à 0, donc c'est inexistant. Donc nous, on va mettre une valeur de par exemple 0.6. Et ensuite, si vous voulez créer un petit peu, enfin avoir des résultats un peu plus aléatoires, vous allez aller dans Options et dans Global Seed. Et ici, vous allez pouvoir choisir un seed différent. Donc, vous allez voir que le FX, c'est quelque chose où on va mettre des paramètres, lancer une simulation, se rendre compte que c'est mauvais et refaire et changer les réglages, comme le Global Seed. Donc, ce sont des réglages qu'il faut garder à l'esprit pour avoir un résultat, ma foi, un peu aléatoire, mais contrôlé parce qu'on va refaire des itérations de simulation. D'accord? Donc, imaginons, nous, ça nous convient, ça, d'accord? On a ces petites formes-là, c'est nickel. Seconde chose, c'est que là, on va rentrer un peu plus dans la simulation. Là, on a seté un peu nos formes de base. Donc, on va aller tout simplement ici dans le copy to point et rajouter ce qui s'appelle un node de remesh. Remesh, ça va faire quoi? Remesh, ça va, comme son nom l'indique, remesher nos cercles. Comme on peut le voir, de base, il n'y a pas de topologie du tout. C'est juste un cercle, c'est un gros n-gon. Voilà, c'est juste un disque. Mais nous, on veut rajouter un remesh. Alors là, vous voyez que je l'ai enlevé, mon node de remesh. Pour ça, vous avez juste à le secouer et ça s'enlève. Donc juste, on prend le remesh, on le met ici, et on peut voir que maintenant, ça va me créer des petits triangles à l'intérieur. Donc pour les topo addicts, ne vous inquiétez pas, avoir des triangles, c'est pas grave, d'accord? C'est une simulation. Presque toutes les simulations de soft body utilisent des triangles, surtout dans Houdini, donc ne vous inquiétez pas de ça. Ensuite, donc, on a notre remesh. On va pouvoir descendre ici le target size pour avoir de plus en plus de densité de maillage. Moi, je vous conseille de descendre plutôt bas, comme là, parce que sinon, vous allez pouvoir avoir des petites erreurs parfois quand la simulation va se faire. Si vous avez de trop gros triangles, parfois, il peut y avoir des bords qui vont se plier. Donc, c'est important d'avoir quand même un target size plutôt bas. Donc, nous, on va mettre du 0.04, mais on va pouvoir revenir plus tard sur ça, tout simplement parce qu'encore une fois, on travaille avec une arborescence, tout ça est procédural. Donc si on fait un changement dans le remesh plus tard, ça va se répercuter absolument partout quand on va descendre dans notre arborescence. C'est ça qui fait la force de Houdini. C'est pas destructif, on ne détruit pas notre travail. Donc là, je suis dans le remesh, d'accord? On a remeshé. Ça va nous permettre du coup de avoir des détails dans notre simulation. Simulation que nous allons réaliser avec Velum. Velum, c'est un système de simulation soft body créé donc par SideFX pour Houdini, et c'est extrêmement puissant. On va pouvoir faire des ballons, du close, du grain, des airs. C'est très complet, très rapide et très précis. Vous allez voir à quel point c'est fou, comment juste en quelques clics, c'est beau. Donc là, on va créer donc un volume cloth. Lui, il va faire ça du coup, donc c'est bon. Maintenant, on a un volume cloth. Et on va créer aussi un Velum solver. On est obligé d'avoir un Velum Solver pour avoir tous les paramètres physiques. Si vous voulez avoir peur, voici ce qu'il y a dans le Velum Cloth, mais encore une fois, ça on n'y touche pas. C'est SideFX qui nous l'a gentiment créé pour nous, c'était pour nous. Donc c'est parfait. Maintenant, j'ai mon setup de Cloth qui est CT. Première chose, c'est qu'on va aller dans le Velum Solver et aller dans Force et mettre 0 dans la gravité. C'est très important parce que nous, on ne veut pas que ça tombe. On veut qu'il y ait quand même du mouvement, comme si c'était un peu dans l'eau. Je vous rappelle que le fond d'écran de Windows 11 est une anémone stylisée. Donc l'anémone, c'est dans l'eau, ça bouge au vent, c'est stylé. Donc pour faire ça maintenant, on va rentrer dans le Velum Solver et rajouter du vent. Là, on peut voir que dans le Velum Solver, il y a le Force Output. Et ici, on a une entrée encore. Et on va pouvoir mettre un truc qui s'appelle le Pop Wind. Pop Wind, c'est tout simplement du vent. Donc là, on aura les axes. Donc je crois que les axes, c'est Z, Y et X, si je ne m'abuse. Donc nous, on veut sur l'axe Y, celui qui monte. Donc on va mettre un vélocité de, par exemple, 3. Donc ça va souffler vers le haut et moins 3 vers le bas. Ce sont les axes, tout simplement. Et ici, il y aura l'amplitude de nos turbulences, de notre aléatoire dans les mouvements. Et ça, c'est très important. C'est ce qui va nous donner notre aspect un petit peu anémone. Donc on va mettre une amplitude de par exemple 3. Un swirl size, ça va être tout simplement la hauteur de notre noise, la grandeur de notre noise. Vous connaissez le noise, plus on réduit la taille, plus ça va être détaillé, plus on augmente la taille, plus ça va être un petit peu plus gros et les mouvements vont être plus larges. Donc nous, on va mettre un 2. Mais ça, encore une fois, c'est des réglages que vous pouvez adapter en fonction de l'esthétique que vous voulez donner. On va revenir en arrière. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe si on appuie enfin sur Play. On peut voir que ça commence à s'envoler. C'est pas mal.
Donc ça commence à s'envoler, c'est sympa. Donc encore une fois, là j'ai mis la visibilité sur la image, mais il faut mettre la visibilité sur le solver. Sinon vous n'allez pas voir ce que ça fait. Donc maintenant vous voyez que vous commencez à comprendre ce qu'on essaye de faire là. On voit que ça marche plutôt bien. Nickel. Donc on peut voir que ça commence à s'envoler. Et c'est pas réellement ce qu'on veut. Nous on veut que ça reste fixe et c'est juste l'anémone qui bouge un petit peu sur elle-même pour créer le fond d'écran. Là on peut voir que ça s'envole et ils nous disent ciao, d'accord? Mais nous, on veut pas ça. Donc, on va devoir créer ce qu'on appelle une contrainte. On va mettre une immobilisation de tous nos points qu'il y a sur le cercle, ici, sur les cercles, sur un seul axe. Donc, ça sera le milieu. Donc, pour faire ça, comment on va faire? On va pin, du coup, nos points. Alors, entre le remesh et le close, d'accord, on va mettre un nouveau node qui s'appelle groupe. Donc, on va créer un groupe. Ici, je vais mettre de la visibilité. Et on va mettre un groupe, donc, de point. Donc, ça va être les vertex. D'accord? On peut les voir ici. Donc là, il y a le base group. On va faire disable et on va faire keep in bounding region. Bounding region, c'est quoi? C'est, comme son nom l'indique, une région, une bounding box. Bon, on pourra faire aussi sur une sphère, sur beaucoup de choses. On va prendre une box. Et comme vous pouvez le voir, dès que je vais bouger la taille de la box, on va pouvoir choisir l'endroit où on veut que ça soit fixe. Donc nous, en l'occurrence, ici. Alors, d'après mes tests, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant de pin un peu sur le bord des cercles. Quand ça va s'envoler, ça va pouvoir faire un mouvement un peu plus intéressant. Donc voilà, vous pouvez bouger ça, c'est nickel. Et maintenant, nous allons retourner dans le Vellum Close et aller dans Pin to Animation, ici. Et on va cliquer sur cette petite flèche-là et cliquer sur Groupe. Donc c'est le groupe qu'on vient de créer, juste avant. Et maintenant, si on met la visibilité de notre Vellum Solver et qu'on appuie sur Play, nickel. Et là, c'est intéressant, on a un souci. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un picot. Comme si il y avait quelque chose qui retenait un morceau de notre tissu à ce petit point qu'on voit là. Et ça, c'est dû au fait que dans notre Vellum Solver, il n'y ait pas assez, dans le solver ici, de substep. On est à un substep de 4, de 1. Et nous, on veut justement aller à 4. C'est quoi un substep? Il faut vous dire qu'une simulation est calculée frame par frame. Et un substep, c'est combien de fois le logiciel va revenir donc sur cette frame. Là, c'est une fois. Et si on augmente, automatiquement, la simulation va être plus longue, mais aussi de meilleure qualité. Donc, mettons un chiffre comme 4. Et là, automatiquement, vous allez voir, il n'y aura plus ce problème de picot. Tout sera clean. On peut le voir ici, c'est nickel. Donc là, ensuite, c'est à vous de choisir plein de réglages pour que ça marche mieux selon votre goût. Donc ça, c'est super de pouvoir avoir un close aussi qui marche extrêmement bien et très rapidement. On peut voir qu'il n'y a aucune interpénétration. Et ça, c'est très compliqué dans les logiciels de 3D d'avoir quelque chose d'aussi propre. Il faut souvent se battre avec le solver de close de Cinema 4D. Mais là, ça marche bien. Donc, imaginons, on est content de cette frame-là. Eh bien, ensuite, on va rajouter de l'épaisseur à notre tissu parce qu'on peut voir que là, c'est juste du papier aluminium extrêmement fin. Nous, on veut de l'épaisseur. Donc, pour ça, et on peut voir aussi que la subdivision de notre tissu n'est pas incroyable. Si on zoome, on voit bien que là, il y a une edge, une edge, une edge. C'est pas smooth, ça sera pas satisfaisant, n'est-ce pas? Donc, on va aller dans le Vellum Solver et rajouter ici un Vellum Post-Process. Et comme son nom l'indique, il va prendre notre simulation qui est déjà créée et on va pouvoir lui faire plein de choses. Donc, par exemple, il y aura le subdivision et on va pouvoir le mettre, par exemple, en loop et mettre un subdivision level de 2. Donc, faites attention avec cette valeur-là parce que ça peut très vite déraper et crasher votre logiciel, n'est-ce pas? Donc, faites attention à ça. Donc, si je mets la visibilité, maintenant, regardez comment tout est tout de suite plus doux. Tout est beau. Tout est tout de suite vraiment plus dense en termes de polygones et ça se fait très rapidement d'ailleurs. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Incroyable. Donc ça, c'est beau. C'est bien. Maintenant, on va pouvoir aussi rajouter de la thicken. Donc, c'est épaissir notre tissu. Comme je vous l'ai dit, là, il est trop fin. Donc, on va faire extrude by thickness. Et là, il y aura le thickness scale. Le thickness scale, c'est là où on va pouvoir gérer donc l'épaisseur de notre anémone. Là, on peut voir que c'est quand même très épais, mais vous comprenez à peu près à quoi ça sert. Donc là, le thickness scale, moi, j'avais mis 0.4. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ça fait une épaisseur, mais c'est pas trop épais non plus. Donc, c'est cool. On peut le voir ici.
Splendid, comme dirait Jim Carrey dans The Mask. Très cool. Là, on peut voir qu'il y a encore un petit souci ici. Donc ça, on peut le régler encore une fois en mettant un subscale un peu plus fort. Là, on pouvait voir que tout à l'heure, ça redescendait jusqu'en bas. Là, c'est jusqu'ici. Donc ça peut être des problèmes qui viennent du coup du subscale, du subtape, pardon, mais aussi de la position qu'il y a dans votre point volume. Et vous avez juste, par exemple, à encore une fois, aller dans le Attribute Randomize et changer le Global Seed. On va remettre la frame 1. On va changer un petit peu le Global Seed. Parfait. Et on va aller dans le Velum Solver et mettre un substate de 8. On va doubler encore une fois. Et maintenant, je vais juste désactiver mon Velum Post-Process pour pas qu'il fasse des calculs en trop. Et on va appuyer sur Play. Nickel. Et maintenant, donc, ça va faire ma simulation. Tout sera propre et sans souci. Donc, une fois que vous êtes content de votre simulation, d'accord? Vous êtes content de votre simulation, de cette frame-là, par exemple. Donc, une fois que vous avez connecté votre Velum Post-Process et que vous êtes content du résultat, il va falloir exporter notre géométrie pour aller faire notre rendu dans Cinema 4D avec Octane. Et pour ça, c'est tout simple. Vous allez prendre votre Velum Post-Process et ici, dans la sortie, vous allez créer un node qui s'appelle File. Et File, comme son nom l'indique, va nous permettre d'écrire donc une file, un objet 3D. Donc là, on va le mettre tout d'abord en No Operation pour pas qu'il écrive n'importe où. Et on va aller sur le bureau, par exemple, et mettre Anemone. Et le plus important, c'est qu'il va falloir mettre Anemone, mais aussi une extension de fichier. Donc nous, par exemple, OBJ. C'est tout simplement le format de fichier 3D le plus basique au monde. On fait accepter. Et on va aller de No Operation dans le file mode à Write File, donc écrire la file. Et quand on va activer la visibilité de notre file, ici en bas à gauche, vous allez voir qu'il va commencer à écrire le fichier. Et maintenant, si on retourne dans Cinema 4D et qu'on importe notre OBJ, on va avoir donc un objet qui est très petit, tout simplement parce que l'échelle n'est pas la même entre Houdini et Cinema 4D. Donc on va faire un rescale de 200 par exemple. Et maintenant, on commence à avoir notre Anemone, c'est parfait. Donc, on va maintenant faire le rendu 3D. Alors pour ça, moi je vais utiliser Octane encore une fois, et on va créer un éclairage et un matériel SSS, donc Subsurface Scattering. Donc, tout d'abord, créons une caméra. Moi, pour les fonds d'écran, j'ai trouvé que avoir une valeur de millimètres, à peu près de super téléobjectif de 300 mm, allait vraiment nous donner des perspectives écrasées, et on allait avoir à peu près le même résultat qu'il y a dans le fond d'écran Windows. Donc, regardons un petit peu maintenant les réglages. Donc, tout d'abord, on va travailler avec du SSS. Donc, c'est très important de passer de Direct Lighting à Path Tracing. C'est très important pour avoir des rayons qui rebondissent vraiment dans notre géométrie, pour avoir la lumière qui pénètre bien notre modèle 3D. Donc, on va créer un fond noir, parce que moi, j'ai envie de faire la version sombre de Windows. Et on va créer une nouvelle lumière. Dans le fond d'écran de base, la lumière est très très douce. Et pour créer une lumière très très douce, c'est tout simple, il va falloir créer une lumière grosse, mais réduire du coup son intensité, son power. Parce que une lumière, comme par exemple le soleil qui est très loin, elle est automatiquement très petite, et c'est grâce à ça, grâce à la taille de notre lumière, qu'on va avoir des ombres plus ou moins nettes. Et si on met une source de lumière grosse, vous pouvez voir que tout est très doux. Donc c'est nickel. Donc pour faire du SSS, comment on va faire? Donc si vous entendez mon PC s'affoler derrière moi, je suis désolé, mes 3090 rugissent de mille feux. Du coup, on va mettre un matériel qui s'appelle Universal Material, qui englobe en fait tous nos matériels comme le spéculaire, le diffuse, le glossy. Donc on va mettre un albedo en noir, c'est très important pour faire du SSS, et une transmission en blanc. Mais aussi désactiver le métallique parce que c'est activé de base et nous on veut pas ça. Donc là on a tout simplement du verre ou du plastique. Et on va mettre la roughness all the way up, comme disent les Anglais. Et là, vous commencez à comprendre ce qu'on essaie de créer. Ensuite, on va mettre un petit paramètre qui s'appelle Fake Shadow. Et regardez ce qui se passe. La lumière pénètre beaucoup plus notre géométrie. Donc, c'est très important de mettre ce petit réglage de Fake Shadow. Comme ça, on a vraiment notre lumière qui pénètre notre modèle 3D. Ensuite, on va aller dans Transmission et mettre une couleur. Donc, on a, par exemple, du bleu.
Interesting, n'est-ce pas? On va aller dans Medium et mettre un Random Walk. Et c'est ici où on va pouvoir gérer donc la densité de notre SSS. Donc si je mets une densité de 10, on va voir que ça devient de moins en moins dense. Et si je mets 1000, là on peut voir qu'on voit presque rien. Donc on va mettre 10. Et dans l'albedo, on peut mettre encore une fois du bleu. Nickel. Le radius, ça va être tout simplement l'épaisseur à laquelle va traverser notre modèle 3D la lumière en fait. Donc si je mets 0, la lumière ne traverse pas. Si je mets 900, il n'y aura pas de limite dans l'épaisseur dans laquelle va traverser notre modèle 3D. Notre lumière, pardon. Donc si je mets 2, ça me semble bien. Donc après, à vous de gérer avec la densité si on veut que ce soit très très peu dense, mais la lumière ne passe pas beaucoup à travers grâce au radius. Et ensuite, le bias, ça va être comment la lumière interagit aussi via la source de lumière. Donc si, imaginons, la lumière vient de ma gauche, là, et mon modèle 3D est comme ça, sur cette orientation-là, regardez si je vais à 0, la lumière va traverser beaucoup plus globalement quand on est à 0 notre modèle 3D. Et si je mets 1, ça va se concentrer que sur la zone où il y a vraiment la lumière directe. Donc ce réglage-là est à jouer en fonction de ce que vous voulez obtenir. Donc moi, imaginons, on veut faire comme le fond d'écran Windows, je vais mettre une densité de 20 avec une épaisseur de 2, un radius de 2. Et dans la transmission, on va mettre quelque chose d'un peu plus sciant. Et là, on commence vraiment à avoir un résultat convaincant. Ensuite, vous pouvez utiliser différents processus de rendu. Moi, j'utilisais le Access, mais vous pouvez aussi utiliser le HDR. Comme ça, ici, avec l'exposition, vous allez pouvoir gérer aussi que ce soit le gamma, que ce soit le highlight compression, le saturation to white. Donc, à vous de gérer en fonction de l'esthétique que vous voulez donner. Mais dans les grandes lignes, c'est à peu près comme ça que j'ai recréé le fond d'écran de Windows 11. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous avez découvert quelques petites choses sur Houdini, sur Octane, et que vous allez vous amuser, vous aussi, à recréer un fond d'écran Windows 11. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous a apporté quelque chose. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel sur la chaîne de Atom School. C'était Atom. Ciao.